La deuxième intervention est donc celle de Philippe Prost, que je vous présente, qui est architecte et urbaniste, qui enseigne à l'école d'architecture de Paris-Belleville, qui a fait, je crois, un long détour par Belle-Île-en-Mer et qui s'est retrouvé il y a quelques années dans la ZAC de La Réunion, dans le 20e arrondissement de Paris. Philippe, c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le contexte de la commande qui vous a été faite? Est-ce qu'il y a une histoire qui se prolonge entre le Faubourg et la ZAC? Le contexte dans lequel j'ai été amené à intervenir est un contexte assez simple que beaucoup de gens ont pu connaître. C'est un contexte assez tendu dans un quartier de Faubourg où vous voyez ici des panneaux qui sont affichés et qui sont des panneaux d'autorisation de démolir. Alors, je me suis retrouvé à l'époque appelé par la régie immobilière de la ville de Paris qui avait acquis des lots comme d'autres opérateurs qui devaient réaliser des opérations dans le secteur de La Réunion. Et puis, je dirais que tout à l'heure, l'adjoint au maire de Paris nous parlait de la démocratie locale et de la participation des habitants. Je dirais que là, on était dans une situation de très grande tension parce que la ZAC, la zone d'aménagement concerté, dont le nom n'est pas toujours à l'image de la concertation, cette ZAC, elle prévoyait en fait une opération de table rase. Alors on parle de tabula rasa, ça fait plus savant, mais c'est une opération de table rase qui visait à détruire un grand nombre de bâtiments pour reconstruire d'autres bâtiments. Et à l'époque, les associations de quartier s'étaient manifestées assez vigoureusement devant les premières opérations qui étaient réalisées et avaient émis le vœu de pouvoir voir certains des bâtiments conservés. Tous ces bâtiments étaient frappés par les permis de démolir. Donc la SEM, la Semar-Saint-Blaise à l'époque, était chargée en tant qu'aménageur d'acquérir progressivement les parcelles et puis d'obtenir des permis de démolir sur les bâtiments pour pouvoir mener à bien le projet de ZAC. Voilà. Alors vous avez quelques photos de ces immeubles de Faubourg. Elle date du moment où vous entrez dans l'opération? Voilà, tout à fait. C'est des photos, des premières photos, avec déjà des bâtiments qui ont été démolis. Hein, vous voyez des dents creuses, et puis d'autres bâtiments. Donc c'est un classique. On mure les fenêtres des bâtiments, on affiche le permis de démolir. Il y a le délai de recours des tiers, et puis ensuite d'autres choses doivent se passer. Alors je tiens d'abord à remercier beaucoup Pauline de sa présentation parce que sauver le Faubourg Saint-Antoine. Non, elle mais toute parce seule. Elle me permet d'aller plus vite dans ma présentation parce que les choses sont claires, c'est-à-dire qu'il y a effectivement toute cette histoire des îlots insalubres et puis sur laquelle s'est enclenché un processus de transformation de la ville, de rénovation. Ça veut bien dire, le mot rénovation, ça veut dire démolition pour reconstruire. Ça ne veut pas dire on restaure, on retape, on réhabilite. Ça veut dire on détruit, on reconstruit. Et d'ailleurs, rénovation, c'est du neuf. C'est du neuf. D'accord. C'est du neuf. Et donc là, vous avez une photo. Je peux en passer d'autres. Vous voyez, avec les barrières, les panneaux de la ville, là, vert et gris. C'est ce que vous découvrez en arrivant. C'est ce qu'on découvre en arrivant. Et vous dites quoi quand même? Eh ben, je me dis que ça a un charme fou. D'accord. Voilà ce que je me dis. Et je me dis que finalement, je ne suis pas loin de penser la même chose que certaines des associations, c'est-à-dire me dire, on va quand même pas tous les abattre. Alors, comme un vieux proverbe dit, on accuse son chien de la rage quand on veut s'en débarrasser. Évidemment, quand on veut démolir des bâtiments, il y a toutes sortes de personnes dont c'est le métier, qui ont toutes sortes de compétences, qui vont justifier, et de bonnes raisons, qu'on ne peut absolument pas le garder, celui-là. Ah non, celui-là, vous n'y pensez pas. Et celui-là, celui-là, les fondations sont mauvaises. Et puis celui-là, vous savez, alors là, il pleut déjà dedans. Et puis celui-là, on a démoli l'escalier à l'intérieur parce que le pire, ce qui pourrait lui arriver, c'est d'être squatté. Donc, si vous voulez, il y a tout un pathos sur ce genre de choses. Donc, voilà le plan de la ZAC, d'ailleurs. Et sur ce plan de ZAC, vous voyez que les choses qui sont les bâtiments qu'il est prévu de conserver, ce sont les bâtiments qui sont en gris foncé. Alors, en fait, pour la partie sur laquelle j'ai été amené à travailler... Vous n'êtes pas seul dans la ZAC, hein? Non, non, évidemment, une ZAC, il y a beaucoup d'architectes qui travaillent dans une ZAC, il y a un architecte coordonnateur, un urbaniste, enfin, il y a toute une équipe.
Et moi, je me suis contenté de travailler sur cette partie-ci, entre la rue des Haies et le passage d'Agorneau. Et juste cette petite remarque, c'est que les deux bâtiments qui sont en gris, qui sont indiqués comme devant être conservés, c'était tout simplement des bâtiments qui continuaient d'être des propriétés privées et donc qui ne pouvaient pas être démolis par la ville dans le cadre de l'opération lancée. Donc le reste est déjà frappé du sceau du futur. Et là, vous avez le plan d'aménagement de la ZAC, avec la conservation du bâtiment qu'on a vu là et puis celui-là, et tout le reste qui sont des corps de bâtiments neufs. Et là, vous avez eu vraiment la chance d'avoir l'exposé précédent, parce que Pauline a bien parlé de la question des morphologies urbaines, de la transformation des îlots, de leur densification. Et là, ce que vous voyez tout de suite, c'est que vous voyez qu'il y a un saut d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le parcellaire que l'on efface dans le cadre de la ZAC, puisque c'est une opération de remembrement, en fait, qui permet de construire des bâtiments plus importants, qui échappent au dimensionnement du parcellaire préexistant. Et puis ensuite, il y a, mais qui est presque la conséquence logique, il y a un changement d'échelle dans la taille des bâtiments par rapport aux bâtiments préexistants. Donc, on a ce double effet, et là, vous avez le plan... Que les traces sont effacées ? Les traces sont effacées, on démolit les limites parcellaires, et ensuite on reconstruit sur ce terrain qui est rendu libre. Le sol n'a plus d'histoire, si je puis dire. Voilà. N'a plus de passé. Exactement. Enfin, c'est ce qu'on se dit, parce que dès qu'on arrive pour faire quelque chose, on retrouve bien une cave, on retrouve bien un puits, parce que le sol, la ville construite, elle a une épaisseur, elle a une profondeur, ça ne s'arrête pas au sol. Mais en tout cas, effectivement, on efface en surface ce qui se passe, et ensuite on imagine bâtir. Et là, vous avez le plan de la ZAC, quand on m'a demandé de réfléchir à cette partie-là, avec déjà en rouge un certain nombre de bâtiments qui sont construits. Donc une ZAC, ça prend plusieurs décennies à être conçue, mise en œuvre et achevée. Donc c'est un processus quand même long. Elle est presque démodée quand elle est finie, non ? C'est-à-dire exactement. C'est-à-dire que pendant qu'elle se réalise, les idées en matière d'urbanisme évoluent. Donc c'est un quartier qui a une histoire extrêmement longue, avec les Apaches et ainsi de suite, enfin toutes sortes de choses. Et puis avec un bâti extrêmement dense. En fait, c'est ce qui fait sa particularité, c'est que c'est un bâti extrêmement dense, avec des rythmes de bâtiments très resserrés, des espaces publics assez limité, mais par contre tout un système de venelles, de dispositifs pour accéder à des logements en profondeur d'îlots qui ont été peu recoupés. Et si on passe ensuite au cadastre 1900, sur le secteur dont je vais parler ensuite, sur ce cadastre 1900, on voit bien ce parcellaire dit en lanière, dans notre jargon commun, en lanière parce que c'est des parcelles étroites et profondes qui sont des terrains agricoles qui sont recoupés successivement. Et donc ça donne évidemment des possibilités de construction tout à fait particulières. Alors dans ce secteur, on a identifié, quand j'ai étudié le secteur, plusieurs types de constructions. Ce qu'on appelait des maisons de plaisance, des maisons qui étaient construites au-delà de l'enceinte des fermiers généraux et qui étaient, on appellerait ça aujourd'hui des maisons de week-end ou des résidences secondaires, au-delà de la ville dense, à la campagne. Ces maisons de plaisance, elles sont vite rejointes par d'autres types de constructions, et notamment des constructions en bande alignées sur des parcelles desservies par simplement une venelle, un passage très étroit, et dans lequel on vient construire des petites maisons en bande, alignées, juxtaposées les unes aux autres. Combien d'étages les maisons ? Un étage, deux étages ? Un rez-de-chaussée plus un étage. C'est ça, c'est très bas. C'est très bas. C'est très bas, mais c'est très dense, c'est très resserré. Il n'y a pas du tout d'immeubles collectifs déjà là. Alors, de petits collectifs. Ils vont apparaître dans la seconde moitié, dans le dernier quart du 19e, dans les années 1870-80, et connaître leur plein essor au début du 20e siècle. Ça, c'est l'occupation, je dirais, faubourienne, mais dans l'occupation faubourienne, il y a l'habitat, mais il y a aussi l'activité. Et l'activité, c'est toutes sortes de petites activités, de petits ateliers où on fabrique toutes sortes de choses. Et ces ateliers, ils vont être les premiers en fait à connaître la déshérence dans ce secteur, par exemple. Et quand j'arrive sur ce terrain, les parcelles occupées par des petits établissements, on peut à peine les qualifier d'industriels, d'artisanaux, sont déjà démolies et en général déjà font l'objet d'opérations ce qu'on appelle de dépollution. Mais les immeubles de logement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, subsistent parce que ce sont des immeubles en dur. Souvent, les ateliers, c'est de la charpente métallique, c'est de la charpente bois. C'est plus fragile, ça a été dégradé, ça n'a pas forcément été entretenu. Et
c'est parti plus vite, ça a été acquis plus vite par la SEM, parce que finalement il y a un mécanisme qui fait que celui qui revend sa parcelle, qui peut être exproprié mais qui peut négocier sa parcelle, il peut en retirer un intérêt, aller s'implanter ailleurs, notamment quand il s'agit d'une activité industrielle ou simili-industrielle. C'est une mémoire un peu en ruine du quartier, quoi. Tout à fait, et c'est ce qui est très frappant. Et ça, c'est la première visite que je fais quand on me dit, bah écoutez, ça serait intéressant, vous qui travaillez sur l'existant, ça serait intéressant que vous nous donniez votre point de vue sur ce qui peut être conservé ou pas. Alors, ça, c'est une photo du mois d'août. Hein, c'est bien connu, il y a des tas de choses qui se passent au mois d'août. En général, c'est une période propice. Et donc là, vous avez le démolisseur qui voit l'architecte monter comme lui sur un tas de gravats en dépit de toutes conditions de sécurité et d'accès à un chantier, et qui se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Vous voyez sa pelleteuse, vous voyez la façade arrière de l'immeuble que je vous ai montré tout à l'heure, entièrement muré, et puis un immeuble qui était là, qui a commencé déjà à disparaître sous les dents de la pelleteuse. Donc évidemment, la question qui était posée, c'est quels immeubles peuvent-ils être conservés? Tout ça dans un contexte, comme je disais, de tension, de très forte tension avec les associations. Oui. La mairie d'arrondissement qui reportait, si je puis dire, cette question à la mairie centrale, à sa direction de l'urbanisme, en disant, voilà, c'est pas possible, donc une opposition assez forte. Et puis, la ville, la direction de l'urbanisme commence à se dire, mais comment va-t-on faire? Et puis un opérateur, en l'occurrence la RIVP, qui se dit, bon, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas garder quelques-uns de ces bâtiments qui sont là? Je le raconte un peu au coin du feu, là, tranquillement. Est-ce qu'on ne pourrait pas en garder certains? Essayez de regarder ça, dites-nous ce que vous en pensez. Tout ça, vous voyez, dans une ambiance assez rapide, où il faut faire vite si on ne veut pas qu'ils soient abattus avant que ce soit trop tard. Et ça date d'une vingtaine d'années, alors, ces photos? Cette photo-là, elle date de 1997. Voilà. Oui, même pas. Donc, la démolition en cours, et évidemment, après, la question qui a été posée, c'était de savoir si on pouvait conserver certains immeubles. Évidemment, on pouvait conserver certains immeubles, en tout cas c'est ce que j'ai défendu comme idée. Après, la question suivante, et ça rentre dans la logique d'une opération type ZAC, c'était de dire, mais si on conserve certains des bâtiments, est-ce que vous êtes capable de construire d'autres bâtiments qui nous permettent d'avoir le nombre de mètres carrés globalement prévu initialement? Parce qu'après, il y a une notion d'équilibre financier. C'est-à-dire, j'achète un terrain à un certain prix, je construis dessus. Et je vends du mètre carré. Et pour qu'il soit équilibré, il faut que je trouve les mètres carrés nécessaires. Donc, quand j'ai prévu le plan de ZAC qu'on a vu tout à l'heure, je construis des gros bâtiments, j'en fais moins. Est-ce qu'en conservant des bâtiments et du coup en construisant à une plus petite échelle, avec des bâtiments plus fragmentés, plus exactement, est-ce que j'arrive à m'y retrouver dans mes mètres carrés? C'était la question suivante. Donc, travail suivant. Et le travail suivant, vous le voyez ici, sur un plan, ce qui a été appelé les lots D1 et D2, parce que ce n'est plus des parcelles, ce sont des lots. Et le D1, D2, on voit ici en clair les bâtiments qui pouvaient être conservés. Donc, par exemple, on voit ici, là où elle était prise la photo, elle était prise depuis là, et tout le bâtiment qui était adossé ici était en train d'être démoli. Et par contre, ça, ce sont les deux façades arrière qu'on voyait là. Là, vous avez l'ensemble de maisons en bande que j'ai montré tout à l'heure dans la Venelle, dont effectivement, le petit bâtiment qui était au fond, on ne pouvait vraiment plus rien faire pour lui parce qu'il n'avait plus de toit. La moitié de la façade était effondrée, donc là, c'était quand même un petit peu mission impossible. Mais sur le reste, finalement, un certain nombre de bâtiments qu'on pouvait conserver en toute tranquillité avec des interventions mesurées. On a travaillé sur l'organisation interne. Vous avez ça, c'est les deux bâtiments que j'ai montré tout à l'heure. C'est la série de petites maisons en bande qui sont là. Là, c'était un immeuble 1900 qui était quand même potentiellement pouvant être démoli alors qu'il est en très bonne qualité et en très bon état. C'est le côté massif de la ZAC, des ZAC qui ont débouché sur des tabula rasa, c'est qu'à un moment donné, c'est le plan que montrait Pauline tout à l'heure, où on voit quelques points rouges et puis des petites barres alignées à perte de vue. Bon, là, c'est un plan théorique, mais on voit bien qu'à un moment donné, cet urbanisme-là, il pose la question de qu'est-ce qui a un peu d'intérêt pour qu'on le conserve ou pas, et qu'est-ce qu'on va mettre en valeur. Et puis on se retrouve avec comme ça des choses héritées du passé, mais qui sont noyées dans un continuum autre. Là, l'idée, c'est plutôt de tisser, d'entremêler le neuf et l'ancien pour arriver à retrouver un équilibre, et en tout cas un équilibre
dans les rapports d'espace. Vous voyez ce petit passage, finalement, on a reconstruit juste ces deux petits bâtiments en s'inscrivant dans la trame précédente et en venant occuper le fond de parcelle. Ici, on avait une de ces maisons de plaisance qui était construite en deux parties, un micro-lotissement, avec un immeuble de faubourg qui a été construit devant. Ça, c'est une parcelle privée qui est restée privée. Et puis là, on avait l'autre moitié de l'immeuble, l'autre moitié de la maison de plaisance qu'on a conservée. Et pour rétablir une forme d'unité et de continuité sur la rue, on a reconstruit un petit atelier à la manière de ce qu'on trouvait aussi dans le faubourg. Pas avec des matériaux anciens, essayant de faire comme si on... Donc c'était vraiment au cas par cas. Voilà, quand même, au cas par cas. Alors on dit toute la vérité parce que les résidents qui occupaient ces immeubles anciens, qui se sont battus pour les garder, quand ils ont vu les bâtiments modernes, se sont demandé pourquoi vous aviez conservé leurs bâtiments anciens. Alors, oui, oui. Vous vous êtes fait enguirlander. Hein. Oui, je me rappelle d'une grande réunion publique, c'était à la Pure, c'est pas loin, c'était à côté, juste, et une grande réunion publique parce que finalement, pour beaucoup de gens qui se battaient pour ces bâtiments, ils étaient en même temps, pour beaucoup d'entre eux, suspectés d'être malsains, c'est-à-dire de contenir des matériaux dangereux comme l'amiante, comme le plomb. Et donc, il a fallu faire preuve de pédagogie en disant, évidemment, j'imaginerais pas, l'architecte n'est pas dans ce type de posture, vous dire on garde tout, y compris l'amiante et le plomb. Donc, la logique, c'était évidemment ensuite après avoir démontré qu'on pouvait conserver ces bâtiments, ils se sont inquiétés d'avoir à y vivre. Voilà, mais c'est un peu légitime en l'occurrence, parce que quand on est dans un contexte comme ça où on vous dit pendant des années on va tout raser, et puis qu'un jour finalement il y a un architecte qui débarque, qui fait un peu son speech en disant si on peut tout garder, il y a peut-être une sorte de mouvement de méfiance légitime en se disant mais finalement avant on nous avait dit ça, maintenant lui il nous dit ça. Bon, je ne sais pas. Alors voilà, c'est des petits avant-après. Alors vous avez la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, et Pauline parlait d'une architecture blanche. Donc on a travaillé à conserver, par exemple, ce bâtiment qui est ici, et à lui créer une sorte de frères jumeaux de l'autre côté, mais en respectant les règles qui sont celles qui étaient celles à l'époque du plan d'occupation des sols. Ce que j'ai oublié de dire, ce qui est très important, c'est que dans une ZAC, il y a un règlement d'urbanisme qui n'est plus le règlement commun de l'urbanisme de la ville. Et ça, évidemment, ça peut modifier considérablement ce qu'on peut construire ou pas. Et par exemple ? Eh bien, par exemple, c'est ce qui permettait dans la ZAC d'imaginer construire des bâtiments plus épais, plus imposants, plus hauts, et moins de bâtiments en même temps. Alors que là, on est resté très en deçà de ce que permettait le règlement de la ZAC en termes de hauteur. Donc là, par exemple, on est sur l'arrière. Ce bâtiment-ci, on en voit les 4 fenêtres qui sont là. Et j'ai reconstruit un bâtiment de l'autre côté pour garder le pincement de l'espace, parce que dans ce système, c'est ça qui est important, c'est qu'il y a l'espace se pince et se dilate. Il se pince quand on rentre à l'intérieur de l'îlot, il se dilate quand on y circule. Et c'est ce qui fait la gradation de l'espace public vers l'espace privé, c'est-à-dire avec une déclinaison. Un espace public qui est la rue, ensuite un espace commun qui est partagé par plusieurs immeubles, un espace de jardin à rez-de-chaussée pour certains logements, et enfin l'espace proprement privé des logements intérieurs. Avec, vous voyez, une architecture blanche, faite d'enduit, de plâtré chaud, avec des soubassements en ciment, parce que dans la qualité du faubourg, c'est aussi d'y trouver des matériaux différents. C'est quoi, ça, c'est une venelle ? Ça, c'est cette venelle, c'est le passage AE20. C'était son nom, il n'avait pas de nom, il s'appelait AE20. On y passe à combien ? Ah bah là on y passe, on peut se tenir par le bras et y avancer, je pense, sans problème, mais guère plus, il ne faut pas imaginer autre chose, mais c'est déjà pas mal. Et donc on voit le bâtiment après, c'est-à-dire remis dans son état, avec cette qualité d'espace, c'est-à-dire des espaces très resserrés, que ne permettent plus en général aujourd'hui les règlements d'urbanisme. On est dans une dilatation des formes, des espaces, on n'a plus ce type de proximité, d'intimité, de mitoyenneté. Et de mitoyenneté. Voilà. Merci de me rappeler ce mot. Elle n'est plus possible, la mitoyenneté. Exactement. Exactement, parce qu'avec la parcelle, il y a la notion de mitoyenneté. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, un changement fondamental dans la nature de la ville, et notamment aujourd'hui dans la manière de construire, puisqu'on se donne à chacun son mur, et on ne partage plus un mur commun qu'on appelait autrefois un mur mitoyen, c'est-à-dire un mur dans lequel je pouvais planter des poutres
pour installer mon bâtiment, de la même manière que l'autre pouvait aussi en planter pour créer un entresol, pour peu que chacun exploite qu'un tiers du mur et qu'il y ait une bande libre qui reste au milieu dans le mur. Pour des raisons de conflit de voisinage? Non, pour des raisons, je pense, essentiellement d'assurance, de normes de la construction qui font qu'on veut sécuriser la manière dont on bâtit. La micro-fissure est bannie du registre de la construction, c'est-à-dire qu'une fissure, c'est déjà un peu l'idée que le bâtiment est malade. Je ne parle pas d'une fissure où on passe le bras, hein, je parle d'une micro-fissure. Parce que ces bâtiments-là, c'est des bâtiments qui bougent, qui se déforment, qui vivent, qui ont des matériaux. C'est-à-dire qu'un mur mitoyen n'est plus assuré aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, quand j'ai dû construire un immeuble à côté d'un autre, j'ai dû me construire mon propre mur parce qu'on ne peut pas se servir de ce mur qui est pourtant, dans son essence initiale, un mur mitoyen. Voilà, ça c'est la vue dans l'autre sens. Et puis, comme cet ensemble, il était adossé à une autre venelle, il n'avait pas de façade arrière. Il n'avait pas ici de façade, puisque là, c'est l'entrée du groupe scolaire, qui était une nécessité au regard des conditions de sécurité, notamment d'accès des pompiers et d'approvisionnement de la cantine. Donc il y a une parcelle qui a été démolie entièrement pour permettre cet accès pompier au groupe scolaire. Et donc il fallait redonner une façade à cet ensemble qui n'en avait pas. Donc là, on est passé de la mémoire à quelque chose qui est plus de l'ordre de la création, c'est-à-dire dessiner une façade qui n'a jamais existé sur un mur qui était un mur mitoyen et qui n'était pas destiné à avoir des percements, avec une problématique de différence de niveau. Et ce qui fait que sur cette partie-là, qui est la partie en extension, j'ai gardé un rythme vertical de percement comme on trouve dans le faubourg, alors que sur cette partie qui était toujours un mur aveugle, j'ai préféré avoir des percements plus horizontaux, avec des systèmes de volets qui peuvent se refermer et qui font que la fenêtre est épaisse, qu'on peut espérer y mettre un pot de fleurs. Et voilà la vue depuis un balcon de l'intérieur. Et ici, c'est resté tel quel ou c'est des photos anciennes? C'est resté tel quel? Oui, c'est resté tel quel, oui. Les balcons un peu fleuris, quoi. C'est tout oui, ce qui a changé. Tout à fait. D'accord. Et là, c'est l'arrière de la maison de plaisance dont je parlais tout à l'heure, avec ces systèmes de vue et d'échange de vue. Là, c'est un autre bâtiment. Et là, c'est au niveau du passage d'Agorneau, où vous avez ce petit immeuble en pan de bois, et où là, par contre, on a utilisé la brique pour essayer de retrouver cette diversité de matériaux dont parlait aussi Pauline dans les faubourgs, c'est-à-dire qu'on construisait, on faisait un peu feu de tout bois, si je puis dire. Donc le bois, le plâtre, la meulière parfois, la brique, l'enduit ciment, une assez grande diversité de matériaux. Ça, c'est un petit plan pour montrer le côté très fragmenté de l'opération. Vous retrouvez, enfin, il faudrait faire un comparatif, mais on le fera un autre jour. Si on met les deux plans de masse côte à côte, on se rend compte que là, on est sur un ensemble de petits bâtiments très fragmentés, alors que dans la ZAC, dans le projet initial de ZAC, on construisait 3 gros bâtiments. Et donc, finalement, on a réussi à trouver un équilibre, à la fois en termes de mètres carrés, en termes financiers, pour une opération comme celle-là. Vous avez fait école depuis ? Oui, je pense que cette opération-là, cette approche-là, elle a été reprise du côté de la ville pour justement continuer d'autres opérations dans le même secteur. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des cas extrêmes d'insalubrité comme ceux que vous nous avez présentés à Paris ? Ça dépend. Si on laisse les bâtiments se dégrader, oui, il y en a tous les jours, des cas de bâtiments qui sont et pas comme Saint-Blaise quand même en 1997, non ? Je sais pas. Là, vous me posez une colle. Mais non, mais je me la pose à moi aussi. Hein. Non, je pense que... Bon, il y en a forcément, mais à cette échelle-là, non. Voilà. Non, à cette échelle-là, non, puisque là, on est dans le cadre de ZAC assez importante, où il y a une politique d'acquisition, et puis une politique, on mure, et puis on attend le moment opportun pour lancer des opérations. Donc à cette échelle-là, je dirais que non, mais on a toujours dans un quartier ou un autre tel ou tel immeuble qui est muré, dont on se dit bon, on peut pas le garder, on peut pas le. Et c'est souvent une question d'ambition, de volonté, de conviction et de conviction, je crois. Ouais. Merci Philippe Prost. Merci Sylvie.